Alors, un avion pesant 3000 kg force doit atterrir. Alors, atterrir, il me semble qu'il manque un R à atterrir. Je vais replacer tout de suite, parce que atterrir, c'est terre. C'est... En vérité, ici, c'est pas un atterrissage. Hein. Parce qu'atterrir, c'est sur terre. Bon, ici, c'est sur un plomb flottant. On pourrait attribuer un autre nom à ça si on voudrait être plus je veux dire, plus précis. Atterrir, c'est sur terre, normalement. On pourrait appeler ça appontage. Pas, pas atterrissage, mais appontage. Parce que c'est sur un pont. Hein. Bon, maintenant, je dois tout modifier. Bon, donc c'est un appontage, c'est pas un atterrissage, parce qu'atterrir c'est sur terre. Normalement, le terme n'est pas bon. Parce que dans le mot atterrir, il y a le mot terre. Terre, 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 c'est par terre. Donc, c'est comme un alunissage. C'est sur la Lune. Atterrir, c'est sur terre. Donc, sur un pont flottant, c'est appontage, parce que c'est un pont. Voilà. Donc, un avion pesant 3000 kg force doit atterrir sur un pont flottant initialement immobile. Initialement immobile. Et de masse égale à 100 tonnes. Bon, ça, c'est déjà une chose. Hein. Qui peut se déplacer sans frottement. Là aussi, j'ai fait une petite erreur. Il y a un S. Sans frottement. À la surface de l'eau. Bon, c'est qui ça qui peut se déplacer sans frottement à la surface de l'eau? Mais c'est le pont flottant. Lors du contact avec le pont, la vitesse horizontale de l'avion est 250 km/h. Seuls les freins des roues agissent pour arrêter l'avion. On monte en négligeant les forces de frottement de calculer la vitesse du pont flottant lorsque l'avion est immobilisé. Alors, la première chose à voir, c'est qu'il y a une ancienne unité là qui est le kilogramme force. Bon, si vous voulez savoir un peu plus sur les kilogrammes force, c'est une ancienne unité. Bon, il ne fait pas partie du système international, mais malgré tout, je vais parcourir quand même voilà, le kilogramme force. Alors, le kilogramme force, qui est appelé le KGF, symbole KGF, hein, kilogramme force, aussi appelé kilogramme poids. Voilà, symbole KGP. Alors, kilogramme force, c'est pour le voilà KGF et kilogramme poids, c'est KGP. Et les anglo-saxons utilisent KP à la place de KGP. Et comme je vous viens de vous dire, c'est une ancienne unité de force, n'appartenant pas au système international qui relie les notions de masse et de poids. Donc, je peux vous dire qu'il fait partie du système MK'(S). MK'(S), c'est-à-dire mètre kilogramme force seconde. C'est le système des mécaniciens. Hein. Alors, voilà. Parce que le système des physiciens, c'était plutôt le système CGS, c'est-à-dire centimètre, gramme, masse seconde. Maintenant, bien sûr, on utilise le système international hein, d'unité de mesure qui est le système SI. De façon à utiliser, si vous voulez... bon, des systèmes, il y en a eu beaucoup. Hein. Bon, voilà, ici, on utilise le système SI. Pourquoi? Ben, pour généraliser les unités et d'adopter, si vous voulez, un seul système d'unité de mesure. Parce que quand on a 50 000 systèmes de mesure, bon, c'est un petit peu embêtant. Hein. Je vais vous dire qu'il y avait le CGS, le MK'(S), et chaque fois on doit un domaine utilise, les électriciens utilisent leur système, et puis les mécaniciens leur système, les physiciens leur système, mais on n'en sort plus. Hein. Voilà.
Donc il faut arriver, si vous voulez, à l'unification des poids et mesures décrétées par la Convention française le 7 avril 1795 pour rencontrer le premier système d'unité qui donna naissance au système des mécaniciens. Voilà. À celui-ci se substitua plus tard les besoins de pour les besoins de la science, le système CGS, centimètres, grammes secondes, défini par le Congrès international des électriciens à Paris en 1881. Et enfin, celui-ci amena la création du système MTS, mètre tonne seconde, rendu légal en France le 2 avril 1919 et promulgué par décret présidentiel le 26 juillet 1919. Le système mécanicien, MKS, qui était voilà, un système métrique, les unités fondamentales définies en 1795 sont l'unité de longueur qui était le mètre, l'unité de poids qui était le gramme. Voilà, l'utilisation nécessitait bien sûr une unité de temps qui était la seconde, et l'unité de force qui était le kilogramme force ou le gramme force. Voilà. Ça, c'était le système dit auparavant MKS, mais qui est devenu le MK'-S. Voilà. Et puis, bien sûr, comme je vous dis, il y avait le système MKS, MK'-S, parce que le vrai MKS, c'est mètre kilogramme seconde. Hein. Ça a donné mètre kilogramme seconde. Et le MK'-S, qui était anciennement le MKS, a donné le, comment on appelle ça, le mètre kilogramme force. Voilà, ou le gramme force seconde. Voilà, alors, donc on avait des systèmes d'électriciens, des systèmes d'unités pour les électriciens. Alors il y avait aussi le système MTS, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Le système CGS a créé d'ailleurs pour les besoins croissants de la science, convient très bien aux physiciens, mais les unités dérivées sont défectueuses en ce qui concerne les besoins de l'industrie. Ainsi, le travail effectué par 1 kg masse tombant en chute libre de 1 mètre de hauteur s'exprime par 98 100 000 Hertz, unité CGS de travail. De même, la force électromotrice d'une pile de clencher serait de 150 millions d'unités électromagnétiques CGS de potentiel. Donc le gouvernement français chargea une commission interministérielle de présenter un nouveau système répondant aux besoins de l'industrie en 1919, qui est le système MTS. Donc vous voyez que les systèmes, c'est pas ça qui manque. Hein. Les systèmes MTS, CGS, MKS, MK'-S. Et maintenant, on a tout harmonisé pour faire le système, voilà, système international. Système international. Donc, auparavant, il y avait les systèmes des électriciens, le système des physiciens, les systèmes des mécaniciens, le système de l'industrie. Donc, bon, tout ça, ça fait... Ça, on s'éparpille un petit peu trop dans les normes. Hein. Donc, le système international vient harmoniser tout ça pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est pas qu'un domaine va utiliser telle unité, et tel autre domaine, autre unité, parce que là, on s'y perd. On s'y perd un peu trop. Voilà, donc ici, le kilogramme force, symbole KGF est appelé kilogramme poids, symbole KGP ou KP dans les systèmes, dans les pays anglo-saxons, est une ancienne unité de force n'appartenant pas au système international, puisqu'il faisait partie au tout début du siècle au MKS qui est devenu MK'-S, parce qu'on a attribué le MKS pour finir au kilogramme seconde, comme je vous l'ai dit. Un kilogramme force représente la force due à la gravité subie par une masse d'un 1 kg dans un champ gravitationnel de 9,81 mètres par seconde carré. Pour passer une valeur exprimée en kilogrammes force vers des newtons, une unité de force du système international, il faut multiplier la valeur considérée par l'accélération de la pesanteur qui vaut à la surface de la Terre 9,81 mètres par seconde carré. Voilà. Donc 1 kg force, c'est 9,81 newtons. Et 1 newton, bien sûr, vous devez diviser par 9,81. Voilà, en d'autres termes, dans le système, on va dire, le système MK'-S, l'unité de force est le kilogramme force, c'est-à-dire la force pesanteur, qui en un lieu donné s'exerce sur 1 kg masse. 1 kg masse. Alors, je vais un petit peu rappeler
Les unités de force, elles peuvent être données. Je peux faire un petit tableau. Alors vous avez les conversions, bien sûr, de l'une à l'autre. Hein. De l'une à l'autre. Voilà. 3 en sont donnés. On a le Newton, la Dine et le kilogramme force, justement. Alors ici, je peux remettre que vaut 1 Newton, une Dine. Bon, ici, je ne vais pas faire ça comme ça. Mettre là ici sur le côté. Une Dine et 1 kg force. Voilà. Et à partir de là, bon, vous tirez des traits et vous calculez. Alors, 1 Newton, ben, ça fait 1 Newton. Voilà. 1 kg force, ça fait 1 kg force, et une Dine, ça fait une Dine. Donc on aura 1. Alors, 1 kg force, c'est 9,81 newton. 1 kgf par rapport au newton, c'est 1 divisé par 9,81. Il suffit de faire la division de 1 divisé par 9,81. Maintenant, reste la Dine. Alors, pour la Dine, je vous rappelle qu'une Dine, c'est une ancienne unité, voilà, qui était le système CGS, centimètre, gramme, seconde. Donc, si 1 newton, c'est égal à 1 kg fois 1 mètre par seconde carré, c'est-à-dire F égale ma, hein, ben là, la Dine, il faudra parler en 1 gramme fois... alors là, centimètre, il faut remettre tout en centimètres. Hein. Donc là, c'est 1 centimètre par seconde carré. Le temps, c'est toujours la seconde. Là, il vous devez faire les conversions. Alors, une Dine, c'est combien de newtons? 1 kg, c'est déjà 10 moins 3 grammes. Et 1 mètre, c'est 10 moins 2 centimètres. Voilà, là, je peux passer en newton. Donc, c'est 10 moins 3, 10 moins 2, 10 moins 5. Alors, de la Dine au newton, qui est ici, ben, c'est 10, c'est le contraire. L'inverse de 10 exposant moins 5, c'est 10 exposant 5. Alors, maintenant, pour trouver de la Dine, ben, on sait bien que de la Dine au KGF, on sait bien que 1 newton, c'est 9,81 KGF, mais qu'une Dine, 1 newton, c'est 10 exposant 5 Dine. Donc, de ça, je peux te dire que 1 newton, enfin 1 KGF, un KGF, c'est égal à 9,81 fois 10 exposant 5. Et inversement, là, on aura 10 moins 5 sur 9,81. Voilà. Et ça, c'est les conversions. Là, le Newton, c'est le système international. Là, on a le système CGS, bon ici SI. Et la Dine, c'est le système C centimètre gramme seconde. Là, le KGF, c'est le système anciennement MKS, mais le MKS est devenu le kilogramme. Voilà, bah ici, anciennement c'était MKS, mais qui est devenu le MK'-S, kilogramme force. Alors que le kilogramme force, je vous ai dit que c'était l'ancien système MKS dans les années, je sais pas combien. Voilà, tout a évolué, hein, les dénominations ont évolué. Voilà, ils appelaient même ça avant système mécanique, système des mécaniciens, tralala, bon,
Pas rentrer dans le jeu de l'époque parce que les temps sont changeants, il faut prendre les unités actuelles. Mais si comme le problème prend une ancienne unité qui est le KGF, ben, je suis obligé de prendre le KGF. Et bien sûr ici vous avez le système MK'(S). Voilà. Donc comme ça c'est dit. Alors je vous rappelle que, comme je viens de vous dire, dans le système, petit instant, dans le système MK'(S), système des mécaniciens, ben, l'unité de force est le kilogramme force. Ça, c'est l'unité de force. Je viens de le voir, kilogramme force. C'est une unité de force. Voilà. Mais, comment est-elle établie, cette unité de force? C'est défini comme étant la force pesanteur. Donc, il dépend du lieu, hein, force pesanteur, qui, en un lieu donné, s'exerce sur un kilogramme masse. S'exerce sur 1 kg masse. Donc ça veut dire que 1 kg force est égal à 1 kg masse en un lieu donné. Donc là, le problème ici, dans ce problème, ben, il ne faut pas... voilà, en un lieu donné, 3000 kg force, ça fait 3000 kg. Ça fait 3 tonnes, tout simplement. Voilà, bon, maintenant, ceci étant dit, je vais dessiner le problème. Donc, un avion pesant 3000 kg force doit atterrir sur un pont flottant, initialement immobile et de masse égale à 100 tonnes, qui peut se déplacer sans frottement à la surface de l'eau. Donc, on a un pont et un avion. Bon, vous aurez compris qu'il y a deux situations. Il y a la situation avec le pont, ça c'est le pont, c'est un pont flottant. L'avion n'a pas encore atterri sur le pont flottant. Voilà, il est là. L'avion est ici. On va dessiner un meilleur avion que ça parce que bon, j'ai complètement raté mon avion. Alors l'avion, il est là. Et ça, c'est le pont flottant. Ça, c'est l'avion. Et on a la situation initiale. Alors ça, le dessin, il est trop grand. Voilà. Et on a la situation finale. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Ben, un avion pesant 3000 kg force, ce qui fait 3000 kg, doit atterrir sur un pont flottant initialement immobile. Immobile, ça veut dire que sa vitesse, elle est nulle. Donc, ce qui veut dire que, bon, là, ça a une histoire de vitesse. Hein. On a une vitesse ici, vitesse de l'avion, vitesse du pont flottant. Vitesse de l'avion, elle est comme ceci. Vitesse du pont flottant, on verra, elle est immobile, de toute façon, ça fait 0. Là, on a une vitesse de l'avion, une vitesse du pont flottant. Alors les vitesses ne sont pas les mêmes, c'est pour ça que j'appelle ça grand V, c'est situation initiale, et petit v, c'est situation finale. Bien sûr, c'est un problème de, voilà, de choc. Alors on va voir ceci, un axe avec une origine
un vecteur de base, je suis obligé, parce que quand je vais utiliser quantité de mouvement, vous êtes obligé de mettre un référentiel par rapport aux quantités, quand vous faites des calculs de quantité de mouvement, c'est obligatoire. Donc les quantités de mouvement nécessitent un référentiel. Ici, comme c'est en ligne droite, bon, c'est assez simple. Voilà. Donc on a notre avion avec une certaine vitesse de départ, le pont flottant. Alors, je vous rappelle que le pont flottant, il est sur l'eau. Hein. Et là, il est immobile sur l'eau. Voilà, il est immobile. Ça veut dire que la vitesse du pont flottant, elle vaut 0. Et là, la vitesse du pont flottant est différente de 0. Donc elle va varier. On aura une variation. Alors, l'avion, lui, il vole à... un avion pesant 3000 kg, ça fait 3 tonnes, doit atterrir sur un pont flottant initialement immobile de masse de 100 tonnes. Donc c'est 3 tonnes, 100 tonnes. Voilà. Donc pont flottant, masse, pont flottant, 10 tonnes, masse, avion, 3 tonnes. Bon, les masses n'ont pas changé. Hein. Bon, ici, c'est pas ça qui va changer. Les masses elles ne changent pas. Elles sont les mêmes. Voilà. Ici, la masse de l'avion n'a pas changé. La masse de l'avion est toujours de 3 tonnes. Elle n'a pas perdu de matière. Et la masse du pont flottant, c'est toujours 10 tonnes. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, il y a une vitesse. Parce que là, voilà, là, une vitesse. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des vitesses? Tout est une question de vitesse ici. Donc c'est un choc. Hein. On va avoir un choc. Vous avez compris qu'on a un choc élastique. Alors, dans les chocs élastiques, on a la conservation de l'énergie cinétique, la conservation de la quantité de mouvement. Quantité de mouvement. Alors, quantité de mouvement, c'est avec les vitesses, hein, masse et vitesse. Hein. C'est pas de la quantité de matière. Hein, ça n'a rien à voir. C'est vrai que les matières, il y a de la matière ici parce qu'il y a des masses, mais les masses restent constantes. C'est une quantité de mouvement, parce que ce qui va varier, c'est le mouvement. Et donc là, on aura une vitesse. Une vitesse. Alors là, qu'est-ce qu'on a comme vitesse? Mais c'est la vitesse de l'avion. Donc on a un vecteur vitesse. On a un vecteur vitesse. Ça, c'est le vecteur. Hein, c'est le vecteur vitesse. Dirigé dans le sens de l'axe, pas de problème. VPF est immobile. Voilà. Et là, la vitesse de l'avion, à la fin, elle est nulle. Voilà. La vitesse de l'avion est de 150 km/h. Donc on connaît VA. La norme de VA, c'est sa norme VA égale 150. Voilà, 150 km/h. Donc ici, je vais travailler en km/h ici, parce qu'il travaille en km/h à l'entrée. En situation initiale, c'est en km/h. Ben, en situation finale, en sortie, ben, je mettrai en km/h aussi. Pour la vitesse. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Ben, je vais faire par l'équation. Ben, bien sûr, on demande de rechercher, on demande en négligeant les frottements de calculer la vitesse du pont flottant. Parce que le pont flottant, il est ici, il est à l'arrêt. À gauche, il est à l'arrêt. Mais comme l'avion va se poser dessus, ben, il va créer, je veux dire, voilà, une certaine quantité de mouvement qui va être transférée. Et là, le pont flottant, il va être mobile. À cause que l'avion, maintenant, on demande de se chercher la vitesse. Voilà. Alors, comme il vient comme ceci, ben, le pont va aller par là. Alors, si l'avion venait par là, ben, le pont va aller dans le sens. Voilà. On va dire ça comme ça. Bon, maintenant, la conservation des quantités de mouvement, on connaît tout. Hein. On connaît tout. Il suffit de mettre en musique. Je vais utiliser rien qu'une équation. Enfin, une conservation, c'est la conservation des quantités de mouvement.
Donc la quantité de mouvement, la loi conservative des quantités de mouvement, c'est somme des MI VI est égal à constante. C'est constant, tout se conserve. Ce qui est avant est égal à ce qui est après. On va dire ça comme ça. Maintenant, comme je fais une projection sur l'axe au X, ben, comme la direction, le vecteur est parallèle, il n'y a pas d'angle. Il n'y a pas d'angle à calculer. Hein. Voilà, il n'y a pas d'angle à calculer. Donc il n'y a pas de sinus ni de cosinus, c'est ça que je veux dire. Donc ici, la projection, elle est simple. Ça vaudra MIVI. On peut directement travailler avec les valeurs qu'on a. Et donc, ce qui veut dire que la masse de l'avion fois la vitesse de l'avion, enfin la vitesse de départ de l'avion, plus la masse du pont flottant, je ne sais pas comment je l'appelais, PF, pont PF, pas FL. Masse du pont flottant, masse du pont flottant fois la vitesse du pont flottant est égal à masse de l'avion plus la masse du pont flottant fois la vitesse du pont flottant. Plus la masse de l'avion fois la vitesse de l'avion. Alors, bien sûr, quand il n'y a pas de mouvement, la quantité de mouvement est nulle. La quantité de mouvement que j'appelle P, alors je rappelle que P, c'est la quantité de mouvement. P est égal à M fois V, qui projeté sur les axes donne P est égal à MV. Ah, l'axe horizontal ici. Donc, là, c'est une quantité différente de 0, puisqu'il y a un corps. C'est un corps, d'office, il y a une masse. Par contre, quand est-ce que la quantité de mouvement, elle est nulle? Mais quand la vitesse, elle est nulle. Donc, s'il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de quantité de mouvement. Donc, ça veut dire qu'ici, le pont flottant au départ, il n'y a pas de quantité de mouvement parce qu'il est fixe. Donc, sa quantité de mouvement, elle est nulle. Tout comme l'avion ici, sa quantité de mouvement, elle est nulle. Donc, ce qui veut dire que ici, l'avion, sa quantité de mouvement, il n'y en a pas. Et là, sa quantité de mouvement, il n'y en a pas. Donc, ça se résume à une équation assez simple. Donc, ça se résume à ceci. Cette équation, elle est là. MAVA égale MA, la masse de l'avion, plus le masse, voilà. C'est ceci. Et donc, la vitesse de l'avion, je la connais. Hein. Ce n'est pas une inconnue. Ce qui n'est pas connu, c'est justement la vitesse du pont flottant. Donc, je retransforme la vitesse du pont flottant est égale à MA, la masse de l'avion, fois la vitesse de l'avion, divisé par... bon, ici, je peux même mettre la masse. Retirer la masse comme ceci. Voilà. Et mettre ici MA plus la masse du pont flottant. Le tout fois VA. Donc, en fait, vous voyez qu'ici, ceci, il va agir en tant que coefficient. C'est un coefficient. C'est un coefficient. Les masses, elles sont constantes. Donc, les vitesses ne vont dépendre que, voilà, de la vitesse de départ du rapport de masse ici. Donc, c'est comme si on avait, si vous voulez, oula, ici, je sais pas avec quoi j'ai écrit, mais voilà, je vais redescendre d'un cran pour le crayon. VPF est égal K fois VA. Alors le K, ça c'est une constante parce que la masse de l'avion ne bouge pas.
Et la masse du pont flottant ne bouge pas. Voilà. Donc euh, de quoi dépend ce cas, il est constant. De quoi dépend, je veux dire, la vitesse finale? Ben, de la vitesse de l'avion. Hein. Il dépend que de la vitesse de l'avion, puisque les masses ici sont constantes. Et donc, je vais calculer ce cas qui vaut masse. Alors, je rappelle, je peux mettre tout en tonnes parce que c'est un rapport, tout va se simplifier. Alors, je vous rappelle que l'avion, c'était 3 tonnes, je crois. Hop. 3 tonnes et 100 tonnes. Donc, là, on va voir 3 sur 103. Voilà, fois la vitesse de l'avion. Je vais travailler en km/h. 150. Donc, c'est une fraction de 150 km/h. C'est une fraction de 150 km/h qu'on va voir. Et une petite fraction. Parce que la masse de l'avion par rapport à la masse totale de l'avion plus du pont, ben, c'est petit. La masse de l'avion est petite par rapport à MA plus MM. C'est qu'on va avoir 3 sur 103, ce qui est un tout petit rapport. Hein. Donc, on va diviser ça. 3 divisé par 103, voilà, c'est trop petit, c'est très petit, c'est 0,29. Donc on va avoir une petite vitesse pour le pont. Fois 150, voilà, 4,36, 89, 32, 0,39. Je prends à 3 décimales, c'est 4,37. Ah, 2 décimales, je vais prendre 2 décimales, parce que là, le nombre après, c'est 89. Après 36, j'ai 89, donc je vais arrondir à 4,37. 4,37 km par heure. Donc, le pont flottant ira à 4,37 km/h. Le pont flottant va aller à 4,37 km par heure. Alors qu'il était immobile au départ. Hein. Donc il va prendre de la vitesse parce que lui, on lui a insufflé, si vous voulez, une certaine quantité de mouvement qui provenait de l'avion. L'avion a insufflé une quantité de mouvement qui va faire en sorte que lui, il va absorber une quantité de mouvement provenant de l'avion. Cette quantité de mouvement, ben, même l'avion s'il s'arrête, ben, comme il a insufflé une quantité de mouvement, l'avion a insufflé une quantité de mouvement au pont, ben, le pont va se mettre en mouvement, tout simplement. En fait, il lui donne, et c'est comme si on faisait un transfert de... C'est comme si on faisait un transfert de quantité de mouvement. Donc, c'est comme s'il lui disait, écoute, t'as pas de vitesse. L'avion dit au pont, c'est comme s'ils parlaient ensemble. T'as pas de vitesse au départ. Au départ, ils se parlent ensemble. Situation, ils se parlent ensemble. Est-ce que t'as pas de vitesse? Non, j'en ai pas. Est-ce que t'en veux une? Oui, hop, boum, il lui fonce dessus. Et puis, il acquiert une vitesse. Mais pendant ce temps-là, bon, l'autre, il s'arrête. Hein. Il aurait pu continuer. On aurait pu calculer une quantité de mouvement avec l'avion qui continue. Mais ici, bon, l'avion est à l'arrêt. Donc l'avion il va donner toute sa quantité de mouvement puisqu'il va passer d'une vitesse donnée, 150 km/h, à l'arrêt, zéro. Donc toute sa quantité de mouvement, ben, elle va le donner au pont. Le pont il va pouvoir bouger. Bon, et c'est les phénomènes physiques. C'est un phénomène physique. Et c'est comme ça. Les chocs élastiques, c'est comme ça. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. Et heureusement qu'il y a ça. Parce que s'il n'y avait pas ça, si la nature n'avait pas doué de choc élastique, ben, on n'aurait pas les problèmes de propulsion avec une voiture, ne pourrait pas faire avancer via voilà, un moteur, voilà, à traction ou à propulsion, peu importe. Voilà, s'il y a une propulsion, la voiture est comme ça. Le conducteur est ici. Voilà, le conducteur de la voiture, il est là. Voilà, la voiture, on pousse via un moteur pour aller par là. Et les fusées, pour monter, comme je vous l'ai dit, il faut pousser comme ça, pour monter. Il faut une propulsion. Donc voilà, les quantités de mouvement, je veux dire... alors, pour freiner, on peut freiner aussi. Hein. Supposons que le corps va dans ce sens-là, et que vous lancez un corps dans ce sens-là, ben, vous allez ralentir la vitesse. Hein. Il faut pour augmenter la vitesse du corps, ça c'est le corps 1 qui est lancé, ça c'est le corps 2 qui soutient le corps 1. Si le corps 2 va dans ce sens-là, ben, si vous lancez un objet à partir du corps 2
dans cette direction-là, ben, vous allez ralentir le corps 2. Maintenant, si vous lancez un objet dans l'autre sens, ben, vous allez augmenter la vitesse du corps 2. Et donc, ça permet voilà, les propulsions ou les freinages, hein, le freinage ou la propulsion. Donc, le freinage d'un avion, par exemple, on peut voir que ce sont des moteurs qui sont inversés. Et donc, si les moteurs sont inversés, ben, je veux dire, on met je veux dire, des forces dans le même sens que le mouvement. Donc, ça arrête l'avion. Ça arrête l'avion. Et donc, tout ça, freiner et propulsion, on fait intervenir ces notions de quantité de mouvement. Quantité de mouvement. Bien sûr, il y a des énergies cinétiques. Ici, tout est conservatif parce que c'est un choc élastique. On n'a pas quelque chose qui vient se déformer. Voilà. Qui vient pénétrer, on va dire pénétrer, qui vient se déformer, pénétrer d'un corps vers un autre. Non, on n'a pas ça ici. On a tout simplement voilà, deux corps, l'un qui se pose sur l'autre, et bon, qui crée un choc, on va dire un choc, sans perte de matière. Bien sûr, il n'y a pas de... La masse sont conservatives ici. Hein. Un 3 tonnes, l'autre 3 tonnes, c'est pas qu'il vient s'encastrer. Et là, s'il vient s'encastrer, de toute façon, c'est un choc inélastique. Deux billes qui se frappent, c'est un choc élastique. Et s'ils sont dans la direction est la même que la ligne d'action qui réunit les centres de masse, eh bien on dirait qu'on a un choc central. Donc ici c'est un voilà, c'est un espèce de choc central. Hein. C'est un espèce de choc central. Parce qu'il se fait souvent à une direction linéaire, une direction linéaire. D'ailleurs, j'ai posé facilement mon axe au travers de la direction voilà, du pont et de l'avion quand il venait frapper le pont. Donc il y a toujours une situation initiale. Normalement, il y a trois situations, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a la situation initiale, situation finale, et il y a la situation, l'avion quand il touche. Mais ça, on ne prend pas ce point de vue-là. La situation initiale, c'est avant, c'est pas quand il touche. C'est avant qu'il le touche. Il faut faire attention à ça. Quand il le touche, on ne prend pas en compte. Et puis après, quand il a terminé son action, eh ben, on la prend en compte. C'est la situation finale. Et donc le pont va passer de l'immobilité à 4,37 km/h. Je vous remercie.